Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, chers collègues, la barre n'a-t-elle pas été mise trop haut au moment des assises des mobilités ? Nous espérions une loi des mobilités vraiment pour tous, et nous aboutissons avec une loi insuffisante. Elle comporte bien sûr des dispositions utiles, voire indispensables, et je tiens à les souligner. La révolution numérique et la prise en compte des données, la décarbonation des motorisations, les zones à faible émission, les voies réservées, le plan vélo et le forfait mobilité sont sur les rails, la réglementation de l'usage des engins de déplacement personnel, sans oublier les 2 points essentiels de cette loi. D'abord, la programmation pluriannuelle des infrastructures, tant attendue par les territoires, bien que la version retenue ne soit qu'une version amoindrie du scénario 2 du Conseil d'orientation des infrastructures. Et le second point, c'est vouloir mettre les territoires au cœur de la démarche des mobilités en imaginant la fin des zones blanches de la mobilité, alors qu'aujourd'hui, 75% des intercommunalités n'exercent pas cette compétence. Mais c'est précisément sur ces 2 points que le bât blesse, en raison du manque de financement adéquat. Je ne veux pas minimiser les apports de ce texte, mais vous constatez, comme moi, chers collègues, qu'il n'est presque question que de mesures peu coûteuses et réglementaires. La LOM a-t-elle fait les frais du rachat partiel de la dette de la SNCF lors de la réforme précipitée du système ferroviaire l'année dernière, monsieur le ministre ? De quels moyens disposez-vous réellement ? Je ne reviendrai pas sur le bricolage du gouvernement quelques heures avant la réunion de la commission mixte paritaire sortant du chapeau une taxation de l'aérien, la fin de l'exonération de 2 centimes de TICPE pour les poids lourds et la promesse ultérieure de transfert d'une part de TVA sans fléchage, tout ceci sans débat ni étude d'impact. Bien sûr, un socialiste ne peut que se satisfaire de voir le début de la fin d'une injustice fiscale entre les modes de transport, comme l'aérien, et en attendant le maritime, mais comment être certain qu'il s'agisse de la bonne méthode ou de la bonne échelle ? Quant aux poids lourds, vous ne faites qu'aggraver la distorsion de concurrence entre les transporteurs français et ceux qui traversent notre pays sans même y faire le plein. Monsieur le ministre, pourquoi avoir supprimé le taux réduit de versement mobilité à 0,3 % et le fléchage de TICPE pour les petites autorités organisatrices ? Ça a été voté et imaginé ici dans le consensus. C'était une bonne idée et ça va créer une fracture entre nos territoires. De même, chers collègues de la majorité, pourquoi avoir refusé nos propositions visant à affirmer le principe du pollueur-payeur, par exemple en créant une contribution carbone des donneurs d'ordre et non des transporteurs, ou encore en finançant la transition écologique par un grand emprunt ? Autre très grand point de désaccord entre nous, l'obstination gouvernementale sur le fameux article 20 et le sort des travailleurs des plateformes. Votre système de charte volontaire, pourtant supprimé en première lecture au Sénat, est un véritable cheval de Troie contre le Code du travail, qui n'a pour but que de protéger les plateformes contre la requalification régulière de ces travailleurs en salariés. Allez voir le film de Ken Loach qui parle de cette question difficile et terrible. Le problème est grave. Mais surtout, je m'attriste de l'absence de tout ce qui aurait dû figurer dans ce texte. L'affirmation nette du principe du pollueur-payeur, un débat serein sur les secteurs aériens et maritimes, il n'a pu avoir lieu ici. Sur les autoroutes, j'avais salué votre idée particulièrement audacieuse, mais vous étiez député, de créer une société de gestion publique afin d'anticiper la fin des concessions autoroutières en 2032 et de préempter les bénéfices futurs pour financer les infras aujourd'hui. Vous étiez député alors. J'espère que vous allez remettre ça sur l'ouvrage, parce que ce qui a été adopté, c'est 2 amendements beaucoup plus discrets qui ont prospéré à l'Assemblée, visant à étendre le champ des concessions autoroutières sur les nationales attenantes, un dispositif très soutenu par le lobby autoroutier. Autre point oublié, le transport de marchandises, alors que le transport routier international dérégule le transport de marchandises, alors que le transport routier international dérégulé tire les prix à la baisse et tue nos canaux et nos lignes ferroviaires.
Enfin, le problème de l'attrition du réseau et des petites lignes ferroviaires. Votre prédécesseur, Mme Borne, nous avait promis qu'elles y figureraient pour justifier de ne pas en débattre pendant la réforme de la SNCF. Alors, je ne vous ferai pas, moi aussi, la métaphore de l'Arlésienne Philizot, mais c'est plutôt en attendant Philizot, ce fameux rapport. Existe-t-il ? Chers collègues, le texte qui nous est proposé ne permet pas de concilier fin du monde et fin du mois, pour reprendre cette formule d'époque, pour ce qui concerne les transports. Les problèmes de financement pérennisent un système de mobilité à 2 vitesses, illimité et confortable pour les plus argentés par le TGV, l'avion, les VTC à portée de main. A contrario, des navetteurs contraints à conduire leur vieux diesel ou prendre le RER bondé. Sans parler des insulaires, terme qu'utilise le sociologue Éric Le Breton pour désigner toutes ces personnes quasi assignées à résidence, ruraux sans voiture, handicapés, personnes âgées dépendantes, jeunes sans permis. En tout état de cause, les débats sur les transports et les mobilités ne sont pas finis. La prochaine loi sera sans aucun doute une loi des démobilités, les mobilités évitées, non contraintes, qui intégreront à la réflexion l'urbanisme et le prix de l'immobilier, l'aménagement du territoire et des temps. Je vous remercie. Merci, cher collègue.